Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. 5 nouveaux projets de loi soumis ce mercredi au Parlement équato-guinéen. Les textes en question sont issus des conclusions du dialogue national initié par le gouvernement en 2014. Situation toujours confuse au Burundi. Les affrontements ont repris à Bujumbura, la capitale, ce jeudi, alors que le chef de l'état-major de l'armée affirme que le coup d'État a échoué. Puis l'éducation numérique au service de l'école malgache, la Grande Île, figure parmi les pays bénéficiaires du programme Sankoré. Les détails dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, l'ouverture du procès d'Hissène-Habré fixée au 20 juillet. L'annonce a été faite ce mercredi par les chambres africaines extraordinaires. L'ancien président tchadien exilé au Sénégal est poursuivi pour crimes contre l'humanité, torture et crimes de guerre. Il s'agit d'un procès historique puisque c'est la première fois qu'un ancien président africain sera jugé en Afrique au nom de la compétence universelle. Avancée significative dans le processus démocratique en Guinée équatoriale. Le Premier ministre Vicente Eyaete Tomi a exposé plusieurs projets de loi aux députés ce mercredi. Ces derniers sont issus du dialogue national de 2014. Poliparco et Doumassa. 5 projets de loi relatifs aux accords du dialogue national ont été soumis mercredi au Parlement équato-guinéen. Les textes ont été présentés en session plénière par le Premier ministre chargé de la coordination administrative, Vicente Eyaete Tomi. Il s'agit du projet de loi sur les partis politiques, du projet de loi portant régulation des élections, du projet de loi sur la liberté des réunions et des manifestations et du projet de loi relatif au financement des partis politiques. Les membres du gouvernement sollicitent le soutien du Parlement pour adopter ce projet de loi issu du dialogue politique national. Je me présente auprès du Parlement national pour introduire un ensemble de lois qui vont permettre de compléter l'agenda des travaux de cette session ordinaire. J'ai l'honneur de vous solliciter pour l'adoption de ces projets de loi. Je remercie le porte-parole du groupe du Parti démocratique de Guinée équatoriale et celui de la coalition démocratique. Les propositions du gouvernement ont reçu le feu vert du PDGE, le parti au pouvoir, et du groupe de la coalition démocratique. La CPDS, parti de l'opposition, a rejeté ce projet de loi. Le problème de ces lois, c'est qu'elles ne prennent pas en compte toutes les conclusions du dialogue. Par exemple, il y a des partis politiques qui ont déposé les dossiers, mais ceux-ci n'ont pas été légalisés. En effet, Monsieur le Président, je ne vais pas approuver ni voter ces projets de loi. La Guinée équatoriale se prépare pour les prochaines échéances électorales de 2016. Par ailleurs, les 2 chambres du Parlement ont quelques jours pour analyser et voter ce projet de loi qui seront mis en application après promulgation par le chef de l'État. Réunion ce jeudi à Niamey au Tchad des ministres de la sécurité des 5 pays du Sahel. Au cœur des échanges, la menace terroriste. Il s'agira notamment d'une harmonisation des politiques de lutte contre le terrorisme et de patrouilles communes le long des frontières difficiles à contrôler. Rappelons que le G5 Sahel réunit la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso. Maïdougouri, théâtre de nouveaux affrontements. Des dizaines de terroristes de Boko Haram ont lancé ce mercredi un assaut sur cette ville du nord-est du Nigeria. Une nouvelle attaque qui traduit une fois de plus de la dangerosité des islamistes qui conservent encore aujourd'hui une forte capacité de nuisance. Le point tout de suite avec Ibarati Ndiaye. Maïdougouri, la plus grande ville du nord-est du Nigeria, a fait l'objet d'une attaque par les islamistes de Boko Haram ce mercredi soir. Une attaque repoussée par l'armée nigériane au terme de 40 minutes de combats violents. Malgré les victoires de la coalition militaire, la secte islamiste est loin d'être vaincue. Ce qu'il faut une fois de plus relever, c'est que Boko Haram conserve toujours une capacité de nuisance et qu'il faudrait que les armées qui sont rentrées en lutte contre Boko Haram, je parle de la mobilisation régionale, à savoir le Tchad, le Niger, le Nigeria, mais aussi que le Cameroun essaie de renforcer son positionnement sur ses frontières, parce qu'on a observé au cours de ces dernières semaines et au cours de ces derniers jours que malgré le positionnement des armées camerounaises sur leurs frontières, Boko Haram arrive quand même à
perpétrer des incursions et des frappes sur le territoire camerounais. Donc le fait que l'armée nigériane puisse repousser les attaques de Boko Haram sur la ville de Maïdougouri montre très bien que Boko Haram reste présent. Si l'offensive militaire régionale lancée contre la nébuleuse a enregistré des résultats encourageants, Boko Haram reste une menace importante, nuisible auprès de la population locale et même dans la sous-région. Les villages et les villageois qui vivent dans certaines localités se rendent compte qu'on leur parle d'une victoire militaire des forces gouvernementales et qu'au bout de quelques jours ou de quelques semaines, Boko Haram arrive à faire des ravages, arrive à brûler des villages, arrive à dévaster des localités tout entières. Donc il faut que cette bataille contre Boko Haram puisse être efficace, non seulement sur le domaine militaire, sur le plan opérationnel, mais aussi sur le plan de l'information. Il faut que les populations se sentent rassurées, qu'elles se sentent sécurisées par les forces gouvernementales, et à partir du moment où Boko Haram arrive à perpétrer des attaques, cela ne permet pas de rassurer les populations. C'est l'une des premières attaques contre Maïdougouri depuis le début de l'offensive militaire contre la secte islamiste. Les affrontements auraient fait 9 morts. Le Burundi, toujours en ébullition, de violents combats ont éclaté ce jeudi autour du siège de la télévision et de la radio nationale à Bujumbura entre militaires loyalistes et putschistes qui affirment avoir destitué le président Pierre Nkurunziza. Des radios et des télévisions privées ont également été attaquées. Pour le moment, la situation reste confuse. Aminata Diak. La confusion perdure au Burundi. Une question reste sur toutes les lèvres ce jeudi 14 mai après la tentative de coup d'État qui dirige le pays. Ce matin, de violents combats ont éclaté autour du siège de la télévision et de la radio nationale à Bujumbura entre militaires loyalistes et putschistes. Plusieurs médias indépendants ont été également attaqués. Il s'agit notamment des locaux de la télé Renaissance et ceux de la radio publique africaine. La situation n'évolue pas, c'est la même confusion qui régnait hier où on ne sait pas trop qui contrôle quoi. On peut voir que la radio et la télévision nationale sont sous contrôle des loyalistes manifestement, mais on ne sait pas s'ils contrôlent encore autre chose, donc il y a une confusion qui reste totale. Le fait aussi qu'on se rend compte qu'il y a des gens, des groupes maintenant parallèles qui se sont mis à brûler toutes les radios indépendantes. 4 ont été visées cette nuit, Radio Télé Renaissance, la RPA, Bonesha et Sanganiro. Ils ont été toutes attaquées par des gens, dont certaines de la garde présidentielle carrément, et d'autres des gens très proches de la présidence, des officiers connus pour leur appartenance au cabinet du président. Donc, et là, dans Bujumbura, c'est ville est morte, vraiment morte. Les gens ont peur, les gens sont restés chez eux. On ne sait pas trop. Les gens s'attendent à un massacre, tout simplement. Pour certains observateurs, les affrontements sont loin d'être terminés. Il y a beaucoup de rumeurs. On parle de l'ancien président Nkurunziza qui était en Tanzanie, mais on ne sait pas exactement où il est, où est-ce qu'il se dirige. Et, au sein de l'état-major, le chef de l'état-major, le général Prime Niyongabo, n'a pas complètement abandonné la bataille pour défendre le président Nkurunziza. À l'heure actuelle, chaque camp affirme contrôler des points stratégiques de Bujumbura, la capitale. Pour le moment, nul ne sait où se trouve le président Pierre Nkurunziza. Selon le porte-parole de la présidence, il serait à un endroit sûr qu'il ne peut dévoiler pour des raisons de sécurité. L'école malgache à l'ère du numérique, une trentaine d'établissements scolaires ont reçu du matériel informatique dans le cadre du programme Sonkoré initié en 2010. Objectif affiché, rattraper le retard sur les pays développés en matière de nouvelles technologies. Emmanuel Miimono. Madagascar veut moderniser son système d'enseignement primaire et secondaire. C'est dans ce cadre que le programme Sonkoré a fait son entrée sur la grande île. Le procédé est simple. Grâce à un projecteur relié à un ordinateur, un simple mur blanc devient un écran géant. Les utilisateurs manipulent alors les éléments qui s'affichent en utilisant les doigts comme souris. L'école Sarafa dans la capitale Antananarivo a été choisie pour faire partie du projet pilote. Ici, les élèves assistent à leur première leçon en utilisant ces tableaux blancs interactifs. Écrire sur le vieux tableau noir exige beaucoup de temps, surtout quand il faut l'essuyer. Mais ici, nous avons juste à cliquer là-dessus. Je trouve agréable d'utiliser ce programme parce qu'il enrichit notre connaissance. Initié en 2010,
Le programme Sankoré vise à introduire la technologie numérique dans les écoles primaires et secondaires à travers le monde. Il s'agit également de moderniser les méthodes d'enseignement et de donner aux formateurs des outils concrets d'enseignement scientifique et technologique. À Sarafa, les enseignants se réjouissent de cette nouvelle méthode. On n'a pas la possibilité d'acheter ces différents types de matériel. On peut montrer aux élèves les images et les photos de ces matériels. Cela offre donc un grand avantage pour les étudiants et aussi pour nous, les professeurs, puisque cela facilite l'explication, puisqu'ils voient à la fois, ils reçoivent à la fois les informations via des images. On peut employer des sons avec ce matériel. Il y a aussi la possibilité de faire des schémas avec la partie droite de Sankoré. Il y a différentes possibilités de fabriquer des images. Un des plus grands obstacles du système éducatif malgache est l'intensité du territoire et un relief accidenté. De nombreuses communautés vivent dans des zones sans infrastructure routière ou de réseau de communication, ce qui rend difficile la distribution du matériel didactique. Le programme Sankoré pourrait, de l'avis de certains, combler le fossé entre l'éducation de qualité et l'accès au matériel pédagogique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.